Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je suis là pour vous présenter une étude. Ah oui, on est conditionné, excusez-moi. Une étude déjà un petit peu ancienne. Je fais juste ça et c'est bon? Oui. Ok. Donc, la commune de Six-Fer-à-Cheval est située, parce que ça, on n'en a pas parlé, est située au nord-est du département, donc dans la vallée du Gifre. C'est le dernier village avant d'arriver au cirque de fer à cheval et dont les montagnes en fait nous séparent de la Suisse d'un côté et on est de l'autre côté à proximité des Aiguilles Rouges. Voici l'ensemble abbatial. Alors là, c'était avant les travaux de restauration. Ici, je n'ai pas copié sur Sidonie, mais nous avons fait pratiquement la même diapositive, donc je passerai vite sur ce sujet, donc, qui était la présentation de l'ensemble abbatial. Seule chose, le pointeur, comment ça marche, c'est ça? Non. Clic droit. Excusez-moi. Hop, voilà. Et donc, les résultats que je vais vous présenter, en fait, concernent cette zone, donc sur l'aile sud de l'abbaye. Donc l'ensemble abbatial a été inscrit au titre des monuments historiques en 1997. L'aile sud a été transformée en hôtel à la fin du 18e et cet hôtel a été fermé au début des années 90. Quand il a été libéré, en fait, il était dans cet état. Donc, vous avez ici le réfectoire dans son état du 17e, une cellule de chanoine et une chambre aménagée de cet hôtel. L'édifice a été acquis par le conseil départemental de la Haute-Savoie dans les années 2000 et ce qui a initié plusieurs phases d'études, des études documentaires, des recherches archéologiques et aussi des études architecturales, ainsi que des travaux, notamment une grosse phase de travaux sur la réfection de la charpente et de la toiture de ce grand bâtiment. En 2011, une étude d'archéologie préalable a été initiée. Des sondages dans les élévations, des sondages pour évaluer en fait les vestiges ont été réalisés dans les élévations, ainsi que des sondages au sol aux abords du mur nord de cette aile. Et voilà comment nous avons commencé à découvrir en fait les premiers emplois au nombre de 44 et pratiquement tous mis en évidence dans le mur nord de cette aile. Ensuite, 2 ans plus tard, en 2013, une opération de plus grande ampleur, donc une opération d'archéologie préventive, s'est inscrite dans le cadre d'un projet européen entre le département de la Haute-Savoie et nos amis de la vallée d'Aoste. Voilà, donc c'était un projet européen qui s'appelait Phoenix et pour lequel il y a eu plusieurs volets développés. Moi, je ne vous parlerai que de l'archéologie préventive. Cette opération a concerné les 4 élévations, donc les 4 façades de l'aile sud du grand bâtiment et le dégagement de toute la partie qui se situe entre l'aile sud et le mur qui sépare de l'église. Donc voici la fouille à l'emplacement du cloître. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler de ces résultats-là puisque c'est un sujet à part entière, surtout qu'il s'agit là des vestiges visibles du cloître du XVIIe. L'étude globale du site a permis de mettre en évidence une évolution constante des bâtiments entre le XIIe siècle et le XIXe siècle. De mettre en évidence aussi la présence de 2 ailes en retour, donc l'une qui se situait ici de ce côté et la seconde qui se situait ici, et l'emplacement et l'emprise du cloître avec l'atrium au centre et un départ de galerie de ce côté et très certainement de ce côté ici. Donc voilà à quoi ressemble le plan actuel avec les restitutions des éléments. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les bâtiments sont organisés donc autour d'un atrium étroit, dont la fouille a montré qu'il reprenait en partie l'emplacement d'un cloître roman.
Sur cette image, vous pouvez voir ici une série d'arcatures. Ce sont les 3 arcatures aujourd'hui bouchées, mais qui donneraient sur les galeries et sur l'atrium du cloître. Les fouilles au sol ont permis de mettre en évidence différentes maçonneries de différentes périodes, et notamment une fondation du XIIe, avec des sépultures appuyées contre, dont certaines en coffre de dalle, et certaines ont été datées du XIIe et du milieu du XIIIe siècle. Donc, il y a eu une grosse analyse du bâti au cours de cette opération, donc sur les 4 façades. Et les résultats, concrètement, l'analyse du bâti, les mentions et les datations dendrochronologiques ont démontré qu'un incendie, donc, comme le disait Sidonie, avait ravagé le cloître en 1680 et que la partie centrale du mur nord avait été reconstruite à partir de 1681-1682. Donc la partie dont je vous parle, c'est celle-ci, et c'est celle qui apparaît en bleu clair sur le relevé. C'est notamment sur cette partie que sont concentrés de nombreux remplois. Alors ici, vous avez une vue détaillée de cette élévation, avec en vert les remplois qui sont en grès, en jaune les tufs et en rose, alors il y en a très peu, mais c'est des éléments en calcaire. Notons d'ailleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit pas mal, vous pouvez voir ici, ça, oups, mieux que je regarde là, ce sont les chapiteaux, ici que vous avez, voilà, qui ont une forme bien particulière et bien identifiable. Donc au total, sur les 4 élévations, ce sont 142 éléments lapidaires dont la typologie a pu être définie, qui ont été inventoriés, photographiés et relevés sur l'ensemble des élévations. Ils ont été classés en 3 périodes, ceux de l'époque romane, ceux du XIIIe, XVe siècle et ceux des XVIe et XVIIe. Tout ça en fonction de leur typologie, des matériaux utilisés et des traces d'outils. Sur cet ensemble, en fait, 112 ont été rattachés à la période romane, donc après l'étude de la typologie, l'analyse des décors et des matériaux. Ils ont été classés en 6 grandes catégories. Donc, nous avons mis en évidence 18 chapiteaux, 5 bases de colonnes, une série de 10 tailloirs, 28 fûts de colonnes, 49 claveaux et 2 piliers. Tous ces remplois sont majoritairement en grès de Taveyan, donc le grès qui est issu du bassin versant du Giffre haut. Voilà. Donc ici, vous voyez bien ce matériau-là avec les 2 chapiteaux que l'on voit ici. Au vu de la découverte assez inédite pour la région et pour cette période, la maîtrise d'ouvrage a décidé en fait de prélever dans les maçonneries 9 éléments caractéristiques. Et ça, en concertation avec les instances concernées, à savoir le service régional d'archéologie, la conservation régionale des monuments historiques et l'architecte des bâtiments de France. Donc, c'est une entreprise spécialisée qui est venue prélever. Et apparemment, ça a été assez compliqué pour certains éléments qui étaient de grande dimension. Et on loue en fait cette démarche parce que ça nous a permis d'apporter énormément d'informations à cette étude, puisque malheureusement, pris dans la maçonnerie, on avait très peu d'informations sur les décors. Donc, à l'exception de 2 chapiteaux, un trouvé sous la charpente de l'église et un autre mis en œuvre dans un chaînage d'angle, mais qui avait été bûché, pardon, les décors n'étaient pas observables puisque ce sont les faces supérieures des chapiteaux qui étaient mis au nu du mur dans le parement. La forme générale qui était visible donc au nu du mur des 15 chapiteaux était identique, mais avec des gabarits différents. Alors, tout de suite, on s'est posé la question, est-ce que le traitement des corbeilles est identique? Si les dimensions sont différentes, il y a peut-être des chances d'avoir des décors différents. Donc, c'est là qu'a été l'intérêt du choix des éléments à prélever. Donc, on a pu prélever 4 chapiteaux. Voilà, donc là, je vous présente une première série qui est la série la plus simple avec un décor feuillagé.
mais ils présentent des dimensions différentes. Alors, les plus hauts font 37 cm de hauteur et 28 et 18 sur le reste de la forme. D'autres sont plus courts, de hauteur réduite, mais par contre, ils sont plus gros, plus imposants. Et ils correspondent à des chapiteaux qui étaient installés sur des fûts de 20 à 21 cm de diamètre. Voici ici encore dans le même style, mais avec un décor plus détaillé et plus soigné. Donc celui-ci a un décor de feuilles d'eau rainurées surmontées de colicoles. Ces décors forment un ensemble travaillé dans les angles qui laisse présager la présence d'un personnage aux mains jointes sous le visage. Donc, c'est cette partie, je vais vous en montrer une photo détaillée un peu plus tard. Les colicoles sont reliés au centre par un petit bandeau et leurs extrémités inférieures forment le départ d'un crochet feuillagé proéminent. Ici, ce chapiteau correspond à un fût de colonne de 16 cm et l'étude de son astragale a permis de mettre en évidence le tracé du gabarit. Sur plusieurs, on retrouve le petit trou au centre et après des tracés de gabarit circulaires. Donc, voici ici le personnage aux mains jointes sous le visage. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est le détail de végétaux? Ça, après, c'est difficile de le dire parce qu'il ne faut pas oublier que ces chapiteaux, donc, a priori, appartiennent quand même à la période romane et en plus ont été mis en œuvre dans des maçonneries et ont été retirés. Donc, les décors sont forcément abîmés. Et ils correspondent tous à un type corinthien en tronc de pyramide renversé. Voici un peu la pièce maîtresse de l'inventaire. C'est le plus beau chapiteau qui a été extrait des maçonneries. Sa corbeille est ornée en partie centrale d'un visage entouré de rinceaux qui forment des entrelacs dans les angles. Sous le visage prennent place deux petites amandes jouxtant les rinceaux et assurant la transition avec l'astragale octogonale. Donc l'astragale, c'est cette partie-là, c'est celle qui est en contact direct avec le fût de colonne. Donc, ce chapiteau est de grande dimension, donc il forme un carré de 32 cm et le diamètre du fût qu'il accueille est de 28 cm. On a pu faire le lien avec un de nos fûts de colonne, donc le fût numéro 15. Les questions qui resteront en suspens, c'est est-ce qu'il s'agit bien d'un visage humain ou d'un masque ou d'un monstre, qui sont plusieurs registres que l'on peut retrouver. Et est-ce que le fût de colonne pour lequel il était destiné était circulaire ou octogonal? L'étude de l'astragale était assez usée et on n'a pas retrouvé, ça on n'a pas pu répondre à cette question-là. Donc il y a un nouveau mode de représentation des feuillages stylisés qui est issu des chapiteaux corinthiens qui apparaît à la fin de la période romane et au début de la période gothique. De nouvelles essences sont figurées en remplacement de la feuille d'acanthe comme la fougère, le nénuphar, le plantain et la vigne. Le motif de feuille d'eau qui découle des motifs antiques a ressurgi de manière remarquable dans la sculpture romane. Donc vous avez ici plusieurs exemples, que ce soit en Auvergne, en Savoie. Voilà, dans le coin, on a la rotonde de Léman à Chambéry. Et je le présente juste après. Donc, ces décors plus ou moins travaillés se retrouvent notamment sur les chapiteaux du portail roman du XIe siècle de l'église Notre-Dame de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, ici, ou sur les chapiteaux remployés dans la mise en œuvre de la rotonde de Léman à Chambéry, de ce côté, ou encore dans la nef de l'église de Saint-Nicolas de Beaujeu, consacrée en 1132. L'art au Moyen-Âge a été marqué par la notion d'enseignement voué à l'image. Ses fonctions pédagogiques et didactiques sont renforcées à la période carolingienne, puis une théorie de l'image se développe au XIe et XIIe siècle basée sur son rôle de médiation entre le monde visible et le monde invisible. Les chapiteaux figurés font leur apparition et se mêlent aux motifs exclusivement végétaux des programmes architecturaux des cloîtres. Le répertoire décoratif de la période romane associe à la fois des motifs abstraits ou géométriques, des entrelacs, des compositions végétales où la nature est simplifiée, mais aussi la représentation de l'animal et du monstre. On peut retrouver, ce registre est très bien illustré à l'église Saint-Romain-le-Puy. Donc, ce sont des chapiteaux du XIe ou encore dans les chapiteaux qui ont été
découverts lors des fouilles de l'église de Saint-André-de-Rosan dans les Hautes-Alpes, qui ont été attribuées au XIe et XIIe siècle. Ça, ce sont les bases qui sont issues de Sixte. Donc, nous avons 4 bases de type attique qui présentent des variantes de moluration. Elles sont destinées pour des fûts de colonnes de 18, 19 et 21 cm. Et on peut voir encore dessus les traces de gabarit. La colonne numéro 57, donc celle-ci, en fait, correspond à une base double. La base correspond à une base double dont la jonction avec la partie manquante est bien visible. Vous avez ici la partie arrachée. La base attique évolue au cours du XIIe siècle avec l'apparition de la scotille surcreusée, l'ondulation du tore supérieur, la saillie du tore inférieur et la disparition des griffes d'angle. La forme des bases de Sixte semble correspondre aux évolutions parvenues aux alentours de 1160-1170. C'est une étude dans le nord de la France qui a été menée et qui a permis d'établir des repères chronologiques. Différents types de profils ont été identifiés pour les bases de l'arcature plaquées contre le mur nord du cloître de Saint-Trophime d'Arles, voilà, dont l'ensemble est daté entre le 3e quart et la fin du XIIe siècle. Donc ici, on a des bases des profils de base qui sont très proches de ceux mis en évidence à Sixte. Là, ça fait partie aussi des pièces maîtresses qui sont sorties des fouilles de Sixte. C'est une base à griffes à motif zoomorphe. Donc, elle était prise sous le niveau de sol actuel à l'emplacement du cloître, juste au-dessus, au-dessus des fondations. Donc, le problème des motifs zoomorphes, c'est qu'ils sont souvent l'identification des espèces animales sont assez difficiles puisque les modes de représentation évoluent et ils sont souvent peu proches de la représentation réelle. Nous avons plutôt interprété ça comme une tête de serpent ou de dragon, ici. Celle-ci, au départ, nous faisait penser, quand elle était encore prise dans l'élévation, nous faisait penser à une tête de félin ou de canidé. Une fois sortie des élévations et vue de face, la question se pose à savoir, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un animal? Est-ce qu'il s'agit d'une tête humaine? L'identification est vraiment difficile et malheureusement, les 2 autres griffes sont totalement dégradées et on ne peut rien en tirer. Donc, la représentation de certains animaux est associée à la représentation du diable de Satan. Dans les zones isolées, les hommes subissent la présence menaçante de la faune. Pour les ermites, ce monde animal apparaît comme un danger. Le dragon, le plus grand des serpents, est associé au diable. Il est le gardien des montagnes et des trésors. La base à griffes, qui trouve son origine à l'Antiquité, se développe à la période romaine et se généralise à partir de 1130-1145 sous forme zoomorphe ou géométrique. Elle change d'aspect dans la seconde moitié du XIIe en prenant l'aspect de lanières de cuir ou de motifs floraux. Et puis son utilisation décline à partir du XIIIe siècle. Les bases à griffes ou sans griffes peuvent aussi se côtoyer au sein même d'un même édifice. Il est courant d'observer une alternance créant une rythmique binaire qui s'explique également par le type de retombée. Donc ici, vous êtes devant l'ancienne abbatiale de Saint-Pierre à Moissac, avec le cloître de 1100, voilà, avec une alternance de colonnes simples et de double colonnade. Concernant les tailloirs, sur les 10 tailloirs inventoriés, on a pu en prélever seulement 2, donc nos observations restent forcément fragmentaires. L'étude d'émoluration a permis de les classer en 3 catégories qui sont attestées au XIIe siècle, les tailloirs à profil en biseau, c'est ceux que vous pouvez voir ici, les tailloirs à profil torique et les tailloirs à profil concave.
Un tailloir était assez particulier, c'est celui-ci. En fait, il s'agit d'un tailloir engagé, d'une double colonnade ou d'un pilier. Alors, se pose la question, a-t-il un lien avec les 3 chapiteaux engagés qu'on a pu identifier dans les élévations? Les tailloirs à profil concave sont fréquemment utilisés dans l'architecture religieuse. Ils peuvent être nus, comme ceux de la chapelle Saint-Michel du Campanile de la cathédrale de Viviers en Ardèche, datés entre la seconde moitié du XIe et la seconde moitié du XIIe siècle, ou nus et décorés, comme ceux de la crypte de Saint-Oyen de l'église Saint-Laurent de Grenoble. Alors, vous pouvez voir justement sur ces images des tailloirs simples ou vraiment des tailloirs très travaillés. Tous les fûts de colonne qui ont été inventoriés sont de forme circulaire, plus ou moins bien conservés. Sur certains, on voit bien encore même les traces d'outils avec les traces de ciseaux en périphérie. D'autres, la forme circulaire est beaucoup moins bien conservée. Alors ici, on s'est posé la question, s'agit-il d'un fût octogonal? Mais non, parce que quand on commence à gratter dans le mortier, il a vraiment la forme circulaire sur la profondeur. Donc les diamètres varient entre 12 et 28 cm. Le diamètre le plus représenté de tout l'inventaire est le diamètre de 15 cm. Alors, ce qui est curieux, c'est que seuls les fûts d'un diamètre de 16, 18, 20, 21 et 28 cm ont trouvé des correspondances avec les bases et les chapiteaux qu'on a mis au jour. Donc, à quoi correspondaient tous ces fûts de colonne de 15 cm de diamètre? La base à griffe numéro 9, elle accueillait un fût de 36 cm qui ne nous est malheureusement pas parvenu. Se posait la question aussi de la longueur de ces fûts. Mais puisqu'ils étaient mis en œuvre en boutisse dans les élévations, on ne pouvait pas obtenir leur hauteur, sauf qu'au moment du prélèvement de la base à griffe, qui a fait un énorme trou dans la maçonnerie, s'est posé la question d'essayer de retirer au passage ce fût de colonne. Et en fait, il s'est avéré que l'entreprise a abandonné puisque le fût était traversant et mesurait 90 cm de longueur. Cette notion de taille est intéressante parce que 90 cm, quand on place le fût de colonne entre le chapiteau, le tailloir, sa base, le tout posé sur un mur bahut, sur une arcade de cloître, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors voici une pièce particulière. Ici, on n'est pas sur un grès, mais sur un calcaire rose. Donc c'est un pilier cannelé en calcaire qui est inspiré de l'ordre corinthien, de forme rectangulaire. Il est décoré sur ses 4 faces. Son décor est formé de bandes verticales, à profil curviligne, interrompues vers la base par une gorge à profil demi-circulaire. Les angles sont chanfreinés et terminés par une petite moulure en forme d'amande. Sur la partie inférieure, les trous de scellement d'agrafe sont conservés. Alors, ces trous mesurent 2,5 cm de diamètre. Alors, ce type de pilier, inspiré de l'ordre corinthien, se retrouve fréquemment dans l'architecture romane et notamment dans certains cloîtres. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas seulement dans les édifices religieux, ça peut aussi également être dans des édifices civils, comme ici, par exemple, la façade d'une claire-voie d'une maison romane à Cluny. Ici, ça, c'est en Haute-Savoie, c'est la chapelle de Moussy. Voilà, donc le portal de la chapelle de Moussy. Ici, vous avez la partie basse du pilier avec les traces d'agrafe. Alors, l'utilisation de ce type de pilier peut être différente dans l'architecture. On peut l'utiliser comme à la collégiale de Saint-Ours à Aoste en pilier d'angle. Il peut être utilisé aussi en pilier engagé, comme au cloître de Sainte-Trophime à Arles. Et aussi ici, alors c'est peu visible sur la photo, il est utilisé à Saint-Donat sur l'aire basse pour encadrer un passage. Alors, le pilier cannelé de Sixte présente de trop petites dimensions pour pouvoir correspondre à un pilier d'angle.
Et le fait qu'il soit décoré sur ses 4 faces exclut la possibilité qu'il ait pu être engagé. Donc on en déduit qu'il pouvait éventuellement encadrer un passage. Aucun des chapiteaux mis au jour ne coïncide avec ce pilier, ni dans les formes, ni dans les dimensions. De ce fait, il est probable qu'il ait pu constituer l'encadrement d'un passage au sein de la claire-voie du cloître et n'être couvert que d'un tailloir. Alors, des correspondances ont pu être établies entre certains éléments lapidaires. Une proposition de restitution a été élaborée en intégrant les tailloirs à profil torique et concave. Néanmoins, au vu des informations lacunaires, ces propositions restent hypothétiques. Il ne faut pas oublier qu'on part de 112 éléments pris dans des maçonneries, qu'on en extrait une petite série et que l'exercice difficile, c'est essayer de remonter un pulse de 1000 pièces avec 112 pièces. Pas visible tout en entier. Donc là, on voit certaines correspondances qui fonctionnent bien entre les bases, les fûts, les chapiteaux, les formes des tailloirs. Voilà. Plusieurs indices tendent à rattacher ces 112 éléments lapidaires au cloître roman de l'abbaye de Sixte et à une période antérieure au XIIIe siècle. Alors tout d'abord, le grès majoritairement utilisé pour ces pièces sculptées est absent des autres édifices de l'ensemble abbatial et la partie la plus ancienne de l'église, nous avons pu le voir, datée du XIIIe siècle, est constituée exclusivement de tufs. Le lapidaire pourrait néanmoins appartenir à un édifice de culte du XIIe, dont on n'a aucune trace encore aujourd'hui. Toutefois, les gabarits des éléments sculptés semblent de trop petites dimensions pour cet usage et le nombre très réduit d'éléments destinés à être engagés écarte d'autant plus la probabilité d'une utilisation à cette fin. La concentration massive d'éléments remployés dans le parement du mur M1001, qui est le parement nord du mur nord de l'aile sud, laisse supposer l'existence d'une structure homogène en place à proximité immédiate jusqu'en 1680, la période de l'incendie. Cette hypothèse semble confortée par la quantité réduite de remploi en grès dans les autres élévations de l'édifice et leur présence très ponctuelle dans des maçonneries antérieures au XVIIe siècle. Vraiment, toute la concentration quasiment de grès était vraiment sur cet espace-là et peu répandue sur toutes les autres élévations. Et pourtant, dans les autres élévations, on a retrouvé quantité de remploi en tuf ou en calcaire. Donc, ces structures en grès auraient été démontées au moment de l'édification de ce grand pan de parement en 1680-1682. Ces observations générales sont à rapprocher des mentions dans les textes dès 1411 de la présence d'un cloître en mauvais état de conservation qu'il est nécessaire de restaurer. Mais là, parle-t-on vraiment du cloître roman dans ces mentions? Donc, l'examen de la chronologie et de l'étude des matériaux de construction de l'aile sud comparé aux structures formant l'ensemble abbatial, appuyé par l'analyse des décors des remploirs, eux-mêmes mis en regard avec d'autres sites, tend à confirmer que ces éléments lapidaires appartenaient bien à un cloître roman, plutôt de la fin du XIIe siècle. Les informations issues de notre inventaire, des fouilles au sol et de l'analyse du bâti sont certes lacunaires pour pouvoir restituer le cloître dans son intégralité. Néanmoins, elles sont suffisantes pour permettre d'appréhender en partie l'organisation architecturale des éléments entre eux et les décors associés. Alors, laissons-nous rêver d'un cloître dont les galeries auraient été rythmées d'une alternance de colonnes simples et doubles composées de basatiques et de chapiteaux à motifs floraux ou figurés, accueillant les retombées faibles des arcs, et de colonnes composées de fûts de plus grand diamètre, accueillant les retombées fortes. Une rythmique qui aurait été interrompue par d'imposantes colonnes d'angle sur des bases à griffes à motifs zoomorphes et des piliers cannelés encadrant les axes de circulation. Le tout ponctué de jeux chromatiques. Voilà, tout ce travail a été fait en équipe. Donc ça, j'ai oublié de le dire. La fouille d'archéologie préventive a été sous la direction de Laurent D'Agostino. Il y a toute une équipe qui a travaillé avec lui sur ce chantier. Voilà, et ils ont été réalisés dans le cadre de travaux de mise en sécurité du bâtiment. Et je vous remercie de votre attention.